Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire intitulé Perturbateurs endocriniens et nanomatériaux, mieux les connaître pour protéger la santé des travailleurs. Alors ce webinaire vous est proposé dans le cadre des rencontres santé-travail, auxquelles participent notamment les services de santé au travail. Et du coup, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Donc je me présente, Aurélien Poletti, je suis hygiéniste du travail à la SMT 36, donc le service de santé au travail de l'Indre. Et je serai accompagné également d'autres personnes des services de santé au travail, dont notamment Marine Paquet qui va co-animer avec moi cette présentation, donc qui est toxicologue industriel au CIHL 45, donc c'est le service du Loiret. Également Bénédicte Girard à la modération, donc qui est technicienne de prévention à la PST 18, donc dans le Cher. Et également, pour répondre à vos questions en toute fin de présentation, Philippe Ledon, qui est contrôleur de sécurité à la CARSAT, donc l'assureur des risques professionnels, ainsi qu'Élodie Devin, ingénieure prévention à la DRETS, donc tout simplement la direction régionale du travail. Donc nous sommes en direct, sachez qu'après cette présentation, vous aurez possibilité d'avoir un lien pour assister au replay. Et donc sur la droite, vous avez également un onglet chat à partir duquel vous allez pouvoir poser vos questions. Donc Bénédicte pourra éventuellement y répondre au cours de la présentation, et pour les questions qui resteraient en suspens, on y reviendra en toute fin de présentation. Donc on va pouvoir débuter. Alors, comment va se dérouler la présentation? On va tout d'abord aborder les effets sur la santé des perturbateurs endocriniens et nanomatériaux. Donc perturbateurs endocriniens qu'on appellera des fois PE et nanomatériaux nano. Quels sont également les secteurs d'activité qui sont concernés? Comment les identifier en milieu professionnel? Et à partir du moment où on les a identifiés, quelles démarches de prévention adopter pour prévenir les expositions et les effets sur la santé? Avant d'aborder ce sujet-là, on va déjà faire quelques petits rappels sur le risque chimique en général. Donc, les agents chimiques sont partout et on les distingue en deux catégories. D'un côté, vous allez avoir ce qu'on appelle les produits dits étiquetés. Donc, c'est tout simplement tout ce qui va être, par exemple, des colles, des peintures, des vernis, des produits d'entretien, des huiles. Et de l'autre côté, tout ce qu'on va appeler agents chimiques émis. Ce sont tout simplement des substances qui sont générées par des travaux ou des procédés. Pour vous donner quelques exemples, typiquement, on peut parler des fumées de soudage, du travail de la matière plastique, dans l'injection plastique, du travail du bois qui va émettre donc des poussières de bois qui sont cancérogènes notamment, et également les émissions de moteurs diesel. Donc pour bien comprendre comment se produit entre guillemets le risque chimique, il y a une notion en fait d'exposition. Donc imaginons vous manipulez donc des produits chimiques, produits étiquetés qui sont constitués de substances, et ces substances vont pénétrer dans l'organisme par trois voies d'exposition. La principale, c'est la voie d'inhalation. Donc typiquement, si vous avez un produit sous forme de spray ou d'aérosol, vous allez le pulvériser dans l'air, donc il se trouve au voisinage de vos voies respiratoires. Et là, vous allez inhaler les substances potentiellement dangereuses qui sont présentes dans l'air. Et à partir de là, c'est une porte d'entrée dans votre organisme. Autre porte d'entrée, il y a la voie cutanée, donc tout simplement la peau. Donc si le produit entre en contact avec votre peau, les substances qui sont présentes, selon leurs propriétés, vont avoir une capacité plus ou moins importante à franchir cette barrière cutanée et donc pénétrer dans l'organisme. Et enfin, la dernière voie qui est la plus indirecte est la voie digestive. Tout simplement, si vos mains sont souillées, vous allez manipuler un fruit, vous allez manger derrière ou les porter tout simplement à la bouche. Vous allez vous exposer par voie orale. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que votre exposition aux substances chimiques, c'est la totalité, la somme de substances totales qui pénètrent par ces trois voies d'exposition. Ces substances sont ensuite distribuées dans le sang et vont aller jusqu'aux organes, entre guillemets. Et à partir de là, selon leur toxicité, on va avoir des effets plus ou moins nocifs sur la santé de la personne qui s'y expose. Alors revenons maintenant au sujet qui nous intéresse, les perturbateurs endocriniens et nanomatériaux. Tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit de risques chimiques émergents. Donc pourquoi risques chimiques émergents? Tout simplement parce qu'on a des connaissances qui sont assez récentes sur ces risques chimiques, et en plus encore des incertitudes quant à leurs effets sur la santé. Notamment, je dirais plus pour ce qui concerne les nanomatériaux, on a plus d'incertitudes encore. Marine y reviendra tout à l'heure. Donc pourquoi s'y intéresser? Ils ont différents points communs, ils sont présents dans la composition de nombreux produits de la vie courante, ils ont une origine qui peut être naturelle ou synthétique, des effets qui sont préoccupants sur la santé, qu'on détaillera après, un dispositif réglementaire qui est peu spécifique pour les encadrer, et leur repérage est également rendu difficile par le manque d'informations. C'est quelque chose qu'on développera aussi tout à l'heure. Donc face à ce constat, dans le cadre du plan régional santé-travail 2016-2020 de la région Centre-Val de Loire, les préventeurs donc, de notre région, donc à savoir les services de santé au travail, également les services de la CARSAT,
de la DRETS, représentée par exemple par Élodie Devin aujourd'hui, et également la MSA, la Mutualité sociale agricole, ont organisé un repérage de ces substances au sein d'entreprises ciblées afin de mieux prévenir, tracer ces expositions à risque et également informer des dangers de ces substances. Pour bien comprendre la notion de risque chimique émergent, on peut s'attarder sur l'exemple du bisphénol A. C'est peut-être le perturbateur endocrinien le plus connu car le plus médiatique. Donc on va voir que son histoire est relativement récente. En 2002, le bisphénol A est classé comme toxique pour la reproduction suspectée, donc de catégorie 2. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut savoir qu'il y a 3 classements en toxicité pour la reproduction. Vous avez suspecté, supposé ou avéré. Donc là, on avait un début de preuve scientifique de sa toxicité pour la reproduction. En 2011, l'ANSES, l'Agence sanitaire française, publie des rapports avec des recommandations où elle préconise notamment d'éviter les expositions de personnes vulnérables, donc typiquement les nourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes ou allaitantes. De la même manière, l'ANSES préconise de substituer le bisphénol A dans les contenants alimentaires. 2012, cette même agence toujours propose de classer toxique pour la reproduction de catégorie 1B le bisphénol A, tout simplement, ça veut dire qu'on passe à un classement d'effets supposés, donc un échelon supérieur de preuves. Pourquoi l'ANSES avait des preuves aussi bien chez l'homme et l'animal, d'effets sur le système reproducteur et la fertilité, aussi bien chez le mâle que la femelle. Donc ce classement a été appliqué ensuite en 2014. En 2014, justement, une demande de restriction a été faite de l'usage justement du bisphénol A dans les papiers thermiques. Donc cette demande est mise en place depuis janvier 2020. Et en 2015, le bisphénol A était interdit dans les biberons et autres contenants alimentaires. Enfin, pour terminer son histoire et parler un peu de la perturbation endocrinienne, sachez que depuis 2016-2017, le bisphénol A était inscrit au niveau européen dans la liste des substances extrêmement préoccupantes sur la base de ses propriétés perturbatrices endocriniennes. Donc on voit que l'histoire est relativement récente, et ce qu'il faut savoir notamment par rapport au papier thermique, c'est que le bisphénol A a été notamment remplacé par le bisphénol S, mais on soupçonne à l'heure actuelle que le bisphénol S soit encore plus dangereux que le bisphénol A, puisqu'à quantité d'exposition équivalente, on peut retrouver davantage de bisphénol S, en tout cas c'est les études qui tendent à le prouver chez l'animal, justement dans le système sanguin. Donc possiblement une substitution là qui est un peu regrettable. Alors maintenant, revenons à notre thématique, donc des perturbateurs endocriniens pour commencer. Donc pour bien comprendre ce qu'est un perturbateur endocrinien, on va s'attarder sur le système endocrinien. Donc le système endocrinien, c'est tout simplement le système hormonal, c'est-à-dire l'ensemble de glandes et de cellules qui vont fabriquer des hormones qui sont ensuite libérées dans le sang. Ces hormones sont tout simplement les messagers naturels qui vont communiquer entre les différentes parties du corps. Autrement dit, c'est un peu le système de messagerie interne de votre corps. Et donc ces hormones, elles ont un rôle dans différentes fonctions du corps humain, donc dans la glycémie, le métabolisme, la reproduction, la grossesse ou encore la croissance. Si on prend l'exemple de la glycémie pour bien comprendre, la glycémie, c'est par exemple, donc vous avez tout simplement un taux de glucose qui est important dans le sang après vous êtes alimenté. Donc le pancréas va sécréter une hormone, l'insuline, et l'insuline va avoir comme message à transmettre au niveau des cellules de justement stocker le glucose qui est présent dans le sang de telle manière à réguler le taux de glucose dans le sang. Donc on voit bien que c'est une perturbation endocrinienne au niveau de l'insuline, on peut avoir des répercussions sur la santé. Maintenant, pour bien comprendre ce qu'est un perturbateur endocrinien, je vais vous présenter une vidéo qui a été développée dans le cadre de notre plan régional santé-travail 3 qui vous informe justement des dangers et de ce que sont les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques étrangères à l'organisme, capables de modifier le fonctionnement notamment de la thyroïde, du pancréas, des testicules et des ovaires. Ils sont susceptibles de provoquer des effets nocifs tant chez les individus exposés que sur leur descendance. Qu'ont-ils de particulier? L'effet des perturbateurs endocriniens n'est pas obligatoirement proportionnel à la dose reçue. L'association de plusieurs produits chimiques peut engendrer des effets plus néfastes sur la santé que ceux produits individuellement. C'est l'effet cocktail. Il existe durant la vie des périodes critiques d'exposition qui sont notamment la grossesse et l'adolescence. Quels sont les effets sur la santé? Même s'il est difficile d'établir un lien entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et les survenues de pathologies, ils sont notamment susceptibles d'altérer le système reproducteur masculin-féminin, de provoquer des cancers, de provoquer des anomalies de développement, ainsi
ainsi que d'autres effets comme des troubles du comportement, obésité, diabète. Alors, on l'a vu dans la vidéo, donc les perturbateurs endocriniens sont des substances qui sont étrangères à l'organisme et qui vont être capables de modifier et d'interférer le fonctionnement du système endocrinien, donc du système hormonal. Donc, ce qu'il faut bien comprendre juste rapidement sur les hormones, c'est comment agit un perturbateur endocrinien. Il peut tout simplement imiter l'action d'une hormone, donc dans ces cas-là, la réponse va être accrue au niveau de l'organisme. Il peut avoir également un effet de blocage, c'est-à-dire empêcher que le message soit délivré jusqu'au récepteur. Le perturbateur endocrinien peut également avoir une interférence dans la production et la régulation des hormones dans le système sanguin, et également avoir une interférence dans le transport des hormones. Donc ce qu'il faut bien retenir, et les particularités des perturbateurs endocriniens, c'est les 3 points suivants. 1. Les perturbateurs endocriniens ont des effets à très faible dose. La relation dose-effet est non conventionnelle. Donc, on a coutume de dire qu'en matière de risque chimique, la substance, il y a une relation, donc c'est la dose qui fait le poison. Avec les perturbateurs endocriniens, c'est un peu faux, dans le sens où on constate des effets à très faible dose, donc ce qui montre bien qu'il faut prévenir le plus possible pour éviter les expositions. Deuxième point, on a une notion de population plus vulnérable. Il y a des périodes de votre vie où le système hormonal est actif, et qu'on appelle fenêtre d'exposition. Donc typiquement, c'est durant l'enfance, l'adolescence, pour les femmes enceintes aussi en cours de grossesse, où les interférences vont avoir de plus graves conséquences. Pourquoi? Parce que par exemple, si on prend le cas d'une femme enceinte, le système hormonal va jouer sur le développement de l'enfant, donc sur le développement des organes, donc les perturbations endocriniennes peuvent avoir justement des répercussions très importantes. Et troisième point, c'est la notion d'effet cocktail. Si vous exposez à plusieurs perturbateurs endocriniens, on peut avoir une potentialisation, une synergie des effets. Autrement dit, c'est le fait de dire si, par exemple, je m'expose à 2 perturbateurs endocriniens, les effets sur ma santé ne seront pas forcément de 1 plus 1 égale 2, mais plutôt de 1 plus 1 égale 3 ou égale 5. Donc on a, avec une polyexposition, éventuellement une multiplication des effets sur la santé. Et du coup, je laisse la parole à Marine sur les nanomatériaux. Bonjour à tous. Donc effectivement, Aurélien vous a présenté la partie perturbateur endocrinien et je vais maintenant vous présenter celle sur les nanomatériaux. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nanomatériau se définit en particulier par sa taille extrêmement petite. Donc comme vous le voyez sur cette diapo, c'est une dimension externe qui va être comprise entre 1 et 100 nanomètres. Donc pour avoir une petite idée de ce que ça représente, la différence entre un ballon de football par exemple et la Terre, ça va être 10 millions de fois plus petit. Donc, le ballon va être 10 millions de fois plus petit que la Terre. Et un nanomatériau va être 1 milliard de fois plus petit que le ballon de football. Donc on voit bien que ce sont des substances extrêmement petites et c'est ce qui va poser problème. Il existe 2 types de nanomatériaux. Donc on va avoir les nanomatériaux générés et puis ceux qui sont manufacturés. Donc généré, ça peut être d'origine naturelle, comme la fumée des volcans par exemple, mais ça peut être également d'origine humaine, donc la fumée de soudage, les gaz d'échappement, etc. Et puis on retrouve aussi les nanoparticules manufacturées, comme le dioxyde de titane, les nanotubes de carbone, etc. Donc ça, ce sont des nanoparticules qu'on va retrouver dans des poudres, par exemple, qui seront manipulées par les salariés. Donc c'est pas directement émis dans l'air ambiant comme des fumées de soudage, par exemple. Ça va être vraiment dans des produits qu'on va retrouver déjà conditionnés en sac et que les salariés vont manipuler. Il existe, comme Aurélien vous l'a expliqué tout à l'heure, 3 voies d'exposition. Donc, concernant les nanomatériaux, la voie principale, ça va être la voie respiratoire, donc de manière très prépondérante. On va retrouver un petit peu la voie digestive, alors moins dans le monde industriel que dans la vie quotidienne, mais on va la retrouver quand même. Et puis, potentiellement, on va retrouver aussi la voie cutanée, en particulier si la peau est lésée, s'il y a des coupures, ce genre de choses. Mais principalement, c'est la voie respiratoire qui va être concernée. Donc, comment fonctionne un nanomatériau d'un point de vue toxicité? Vous voyez sur ce schéma, et comme je viens de vous le dire, qu'on a la voie inhalation qui est prépondérante. Les nanoparticules vont ensuite se déposer dans le système respiratoire et vont provoquer en fait une inflammation du système respiratoire. Et puis petit à petit, ça va se généraliser et il va y avoir une inflammation généralisée. Et puis, ce qui va provoquer bien sûr des effets cardiovasculaires. Donc ça, c'est la première voie. Mais il existe aussi ce qu'on appelle la translocation. Donc en fait, les nanoparticules sont tellement petites qu'elles vont pouvoir passer les barrières biologiques
et vont pouvoir voyager, on va dire, dans le corps humain à travers le sang, les nerfs, etc., et atteindre le cerveau ou d'autres organes comme les reins, l'estomac, etc. Donc, c'est ce qu'on voit sur les petits carrés qui sont sur le côté. Et puis, cette translocation va avoir des effets, encore une fois, soit des effets cardiovasculaires ou soit des effets d'inflammation généralisée. Donc, c'est ce qui provoque un petit peu la toxicité des nanomatériaux. Alors, on vous a présenté donc les définitions générales et puis les modes d'action à la fois des perturbateurs endocriniens et des nanomatériaux. Mais finalement, où est-ce qu'on va les trouver? Alors, comme Aurélien vous l'a dit, dans le cadre du plan régional santé travail 3, on a fait un repérage dans un certain nombre d'entreprises de la région. Et finalement, on s'est aperçu que ce soit les perturbateurs endocriniens ou les nanomatériaux, on les retrouvait un petit peu dans les mêmes types d'activités. Donc, je vais vous présenter les résultats juste après. Mais globalement, voilà, on va les retrouver dans l'industrie du textile, dans l'agriculture, dans tout ce qui est peinture, vernis, dans la pharmaceutique, la cosmétique, la plasturgie. Donc, voilà, dans pas mal de secteurs différents. Donc, dans la région Centre-Val de Loire, comme je viens de vous l'expliquer, on a organisé un repérage. Alors, avant ce repérage, on a ciblé, entre guillemets, les entreprises par code NAF et on a fait aussi un peu de vidéos pour savoir où est-ce qu'on risquait d'en retrouver, pour essayer d'aller dans les entreprises qui seraient potentiellement les plus concernées. Donc, on a visité en tout 121 entreprises, dont 54 du secteur agricole, puisque, comme on vous l'a dit précédemment, la MSA était associée aussi à ce projet-là. Et donc, on a pu repérer principalement des DPE et des nanos dans les secteurs de l'agriculture, de la pharmaceutique. Enfin, en tout cas, ça, c'est les secteurs qu'on avait visités. Et du coup, au final, on s'est aperçu qu'on avait quand même un grand nombre d'entreprises qui utilisaient soit des PE, soit des nanos, soit les deux. Donc, à savoir que 55% des entreprises qu'on a visitées utilisaient des produits soit avec des PE, soit avec des nanos, soit avec les deux. Donc, ça fait quand même un grand nombre. Donc, on voit ici le détail sur 121 entreprises. On en avait 40 avec des PE, 7 avec des nanos, 20 avec des PE et des nanos, et puis 54 qui n'en avaient pas. À savoir que ce repérage, il n'est pas évidemment exhaustif. 121 entreprises sur le grand nombre d'entreprises qu'on a sur la région, ce n'est pas forcément représentatif de 100% des entreprises, mais en tout cas, nous, sur les entreprises qu'on a visitées, on avait quand même 55% des entreprises qui avaient soit des PE, soit des nanos, soit les deux. Donc, les familles qu'on a majoritairement retrouvées au niveau des perturbateurs endocriniens, donc, ce sont alors les phtalates qu'on a retrouvés dans la cosmétique et la plasturgie principalement. Donc, les phtalates, ça sert à assouplir, à plastifier. On a retrouvé beaucoup les parabènes, donc évidemment dans le secteur de la cosmétique et de la pharmaceutique. Donc, ça, les parabènes sont des conservateurs, en fait, c'est des antimicrobiens et des antifongiques. On a retrouvé, entre autres, du styrène, donc principalement dans la plasturgie. On va le retrouver, le styrène, dans les mastiques, entre autres. Tout ce qui est mastic, on va retrouver cette substance-là. On a également retrouvé de manière assez importante des pyréthroïdes. Donc ça, ce sont principalement évidemment dans l'agriculture, puisque c'est un insecticide. Mais on l'a aussi retrouvé, et ça, c'était un peu plus inattendu, dans tout ce qui était insecticide qu'on va retrouver dans les secteurs, dans les services maintenance, par exemple, donc des bombes anti-guêpes, ce genre de choses. On l'a retrouvé quand même de manière assez courante, ce perturbateur endocrinien. Donc un point d'attention là-dessus. Et puis enfin, on a identifié aussi des dithiocarbamates, principalement là pour le coup vraiment dans l'agriculture, puisque c'est des fongicides, donc très peu utilisés dans le monde industriel et beaucoup plus dans l'agriculture. Alors, vous voyez en bas un point d'attention quand même qui est très important, c'est qu'on avait quand même des produits qui contenaient entre 1 à 4 substances perturbateurs endocriniens. Donc, il pouvait très bien y en avoir 1 ou 2 ou 3 ou 4. Donc, imaginez un produit qui a 4 perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Tout à l'heure, Aurélien a évoqué l'effet cocktail. On imagine bien que là, c'est très, très important. C'est pas une exposition à plusieurs produits contenant des perturbateurs endocriniens. C'est dans le même produit, on a plusieurs perturbateurs endocriniens. Donc, juste en exposant le salarié à un seul produit, on a déjà un effet cocktail. Alors, évidemment, qui va être d'autant plus amplifié si on a d'autres produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens.
Ici, un petit retour sur les résultats liés au repérage nano, puisque je vous ai présenté juste avant le repérage des PE. Vous voyez qu'on a principalement retrouvé du dioxyde de titane, donc on en entend un petit peu parler dans les médias, la silice aussi, noir de carbone, voilà, ce sont les trois principales. Donc sur les pavés, vous voyez un petit pavé bleu foncé, puis un au-dessus plus clair. Le pavé bleu foncé, ce sont les produits pour lesquels on avait une information sur la forme nanométrique. C'est-à-dire que sur le dioxyde de titane, par exemple, on a retrouvé 55 produits qui avaient du dioxyde de titane noté dans la FDS. Par contre, seulement sur 11 de ces produits, on a pu identifier et avoir un élément, on va dire, probant, nous indiquant que c'est sous forme nanométrique, puisque on a, voilà, le dioxyde de titane pourrait très bien se retrouver sans être sous forme nanométrique. Donc ça va être une difficulté assez importante pour nous, puisque finalement, on a pu repérer des substances, mais on n'avait pas toujours l'information sur la taille, en fait, des particules. À mon tour, je vais vous présenter une partie de la vidéo qui avait été créée dans le cadre du PRST3, donc sur les perturbateurs. Alors ça, c'est une vidéo qu'on a fait sur les perturbateurs endocriniens, mais elle parle de la démarche de prévention du risque chimique en général, donc elle s'applique tout aussi bien aux nanomatériaux. Supprimer ou substituer ces produits, de modifier les procédés de travail et de mettre en place des solutions collectives afin de diminuer l'exposition. Vous pouvez par exemple installer une aspiration à la source avec rejet de l'air à l'extérieur après filtration. Sachez que les aides financières de la CARSAT sont possibles pour vous aider dans votre démarche. Vous devez également mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés, gants de protection chimique, appareils de protection respiratoire, masques, cagoules adaptées. Identifier et informer les personnes exposées à l'aide de sensibilisation ou notices au poste de travail. Favoriser l'application des mesures d'hygiène avec des points d'eau accessibles et interdire de manger, boire ou fumer au poste de travail. En tant que salarié, comment je me protège? Vous pouvez être exposé aux produits chimiques par voie respiratoire, cutanée ou digestive. Ainsi, vous devez respecter les consignes d'utilisation fournies par votre employeur, utiliser les moyens de protection collective et individuelle à disposition, respectez les mesures d'hygiène et lavez-vous systématiquement les mains et le visage après le travail. Informez votre hiérarchie en cas de défaillance des équipements, de difficultés dans la mise en œuvre des produits ou d'une situation présentant un risque d'exposition. Donc voilà, la vidéo vous a présenté d'une manière générale la démarche de prévention. Donc si on revient un petit peu, enfin la prévention du risque chimique, si on revient un petit peu sur les différentes étapes, la première chose à faire évidemment c'est d'évaluer le risque. On ne peut pas partir sur la mise en place d'actions si on ne sait pas où sont nos priorités. Donc sur ces sujets-là, évidemment, les services de santé au travail ainsi que la MSA peuvent vous accompagner sur l'évaluation du risque chimique. Une fois qu'on a évalué et qu'on a identifié les produits qui vont être les plus à risque dans notre entreprise, on va essayer de supprimer le produit, puisque parfois, en fait, quand on y réfléchit bien, on se dit, bah, finalement, est-ce que ce produit-là, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux pas faire autrement? Et parfois, ça permet de limiter un petit peu le risque. Si malgré cette recherche de suppression de produits, on a toujours des produits dangereux, ce qui est très souvent le cas, on va se dire, bah, je peux peut-être pas le supprimer, mais je peux peut-être le remplacer par un produit moins dangereux. Donc, ou par un procédé qui va moins exposer mon salarié. Si on prend l'exemple, par exemple, de la silice, on préconise, entre autres, de travailler à l'humide. Ça limite la génération de poussière, la création de nuages en fait, de poussière, et du coup, l'exposition par inhalation du salarié. Donc, la troisième étape, c'est bien sûr voilà, de substituer ou le produit ou le procédé, soit par un produit qui ne serait pas dangereux, ou qui l'est moins. Et donc, c'est valable aussi, bien sûr, pour les perturbateurs endocriniens et les nanomatériaux, comme pour le reste des produits chimiques. Donc, sur les PE et les nanos, si on veut limiter le risque, on va se dire, bah, finalement, je vais changer, c'est ce que disait Aurélien tout à l'heure, hein, je change mon produit qui a du bisphénol A par du bisphénol S. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que je peux pas trouver un produit qui n'a pas du tout de perturbateurs endocriniens? Voilà, c'est un peu la démarche à mener. La quatrième étape, ça va être la prévention intégrée à la conception.
Ça va être par exemple dans le cas de la création d'une nouvelle production, d'un nouvel atelier, une nouvelle ligne, une nouvelle activité, un nouveau process. Donc il faut toujours se poser des questions en amont en se disant voilà, j'envisage d'avoir telle nouvelle activité dans mon entreprise, d'avoir tel nouveau produit, tel nouveau process. Dès le départ, est-ce que je ne peux pas travailler en amont sur la prévention pour éviter déjà de créer des risques? Le 5e point, quand malgré tout ça, on a toujours des expositions, on va mettre en place des équipements de protection collective, donc des aspirations, particulièrement sur le risque chimique. Et puis, ce n'est pas toujours suffisant, donc parfois on est quand même obligé de mettre des équipements de protection individuels. Alors évidemment, ce n'est pas incompatible de mettre des protections individuelles en plus de la protection collective. Évidemment, tout ça, ce sont des mesures qui s'ajoutent les unes aux autres. Et puis en dernier point, à partir du moment où on a des produits chimiques, et en particulier sur les PE et les nanos, on se doit d'informer les salariés, de mettre en place des consignes d'utilisation, des consignes de bonne pratique, de bien les communiquer. Et encore une fois, les services de santé et la MSA, ainsi que la CARSAT, peuvent vous accompagner sur tous ces sujets-là. Alors Marine en a parlé, le point de départ, ça va être d'évaluer le risque chimique et pour ça de repérer la présence de perturbateurs endocriniens et nanomatériaux. Or, la problématique avec ce type de substance, c'est que le repérage est rendu difficile par l'absence d'étiquetage spécifique. Je m'explique. Vous avez l'exemple de l'étiquette là du trichloroéthylène, donc c'est une substance qui peut provoquer le cancer, et donc de par ses propriétés pouvant provoquer le cancer, il y a une mention de danger spécifique à partir d'une certaine concentration, voilà, où cette substance est présente, qui va vous avertir, ainsi qu'un pictogramme. La problématique pour les PE et les nanos, c'est qu'il n'y a aucun pictogramme qui va vous avertir du danger PE ou nano. Donc là, on voit bien qu'il y a une difficulté quand même à les repérer dans les produits chimiques, que ce soit sur les étiquettes, et on va parler ensuite des fiches de données de sécurité. Juste une donnée de notre enquête qui est quand même assez intéressante. Si on prend le cas des perturbateurs endocriniens, dans 66% des cas, les perturbateurs endocriniens qui ont été repérés étaient à la fois aussi des substances qui étaient ou bien connues pour leurs propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, dit CMR. Ça veut dire que pour un tiers de ces produits qui contenaient des perturbateurs endocriniens, ces produits n'étaient pas CMR, donc potentiellement, les dangers liés aux perturbateurs endocriniens, notamment, étaient plutôt invisibles par rapport à la manipulation du produit. Donc là, on voit bien qu'on peut passer à côté du danger d'un produit par l'absence justement de pictogramme ou de mention de danger spécifique. Donc comment on va pouvoir les repérer? Tout simplement en analysant les fiches de données de sécurité. Donc on va le voir juste après, mais depuis 2021, les fiches de données de sécurité doivent comporter des informations sur la présence des perturbateurs endocriniens et nanomatériaux. Les fabricants et fournisseurs ont jusqu'à fin 2022 pour se conformer donc à ces nouvelles obligations. Une fois qu'on a identifié la présence de PE nano, on va tout simplement s'intéresser aux conditions d'exposition, savoir comment ces produits sont manipulés pour déterminer si des expositions ou pas ont lieu, donc éventuellement un risque pour la santé des salariés, et dès lors déployer un plan d'action de prévention pour prévenir les expositions et éviter les effets sur la santé. Pour revenir à la partie repérage, Marine en parlait tout à l'heure, mais les services de santé au travail vous proposent de vous accompagner dans cette démarche. Le repérage sur les fiches de données de sécurité, on va le voir, n'est pas forcément chose aisée, et c'est pour ça que les services de santé au travail peuvent vous apporter un appui de ce point de vue-là. Alors justement, la fiche de données de sécurité, je vous en parlais, depuis début 2021, des informations relatives à la présence de perturbateurs endocriniens et nanomatériaux doivent figurer dans ce document-là. Juste un petit rappel pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec la notion de fiche de données de sécurité. Donc c'est un document qui accompagne chaque produit chimique. Donc lorsque le produit est élaboré, il y a une fiche de données de sécurité qui est rédigée, dans laquelle on va renseigner des informations relatives au danger du produit, à la conduite à tenir par exemple en cas d'accident, ou par exemple sur les moyens de prévention à adopter. Et donc en consultant ce document et différentes rubriques, on peut avoir des informations sur la présence de PE nano. Alors là, c'est pas évoqué ici, mais sachez que juste à la rubrique 1, donc il y a 16 rubriques dans une fiche de données de sécurité, et la rubrique 1 sur l'identification du produit, on peut des fois avoir la présence de la mention nano, qui peut déjà vous donner un indice justement sur la possible présence de nanomatériaux. Ensuite, on a la rubrique 2 qui vous donne l'identification des dangers. Et là, on vous a mis un extrait d'une fiche de données de sécurité qu'on a récupérée, où il est indiqué que là, le mélange en l'occurrence ne contient aucune substance ayant des propriétés perturbatrices endocriniennes. Donc on voit bien que là, au moins, c'est précisé à ce niveau-là.
Dans la rubrique 3, vous pouvez avoir des informations, notamment sur les PE ou les nanos. Et là, l'extrait qu'on vous a mis, concerne les nanoparticules, puisqu'à la rubrique 3.3, il est précisé que le produit, en l'occurrence, là, contient 25% de nanoparticules de dioxyde de titane. Donc là, on a clairement le terme explicite de nanoparticules qui est utilisé, donc pas de doute après sur la présence de nanomatériaux. La rubrique 9 peut vous donner des renseignements, mais uniquement sur les nanomatériaux, puisqu'elle renseigne sur les propriétés physico-chimiques, et notamment sur la granulométrie. Donc là, l'exemple qu'on vous a mis, c'est le terme nanoparticule est utilisé. Et également, on a également 20 nanomètres qui est précisé, et tout à l'heure, Marine en parlait, dans la définition des nanomatériaux, il y a la notion de compris en dimension entre 1 et 100 nanomètres. Donc voilà, là on a les deux termes et une confirmation à ce niveau-là. Enfin, rubrique 11, sur les propriétés toxicologiques, on peut avoir des informations sur les perturbateurs endocriniens. Et là, l'extrait qu'on vous a mis, c'est la présence d'une substance, la phénylphthaléine, qui est présente sur une liste de perturbateurs endocriniens de la Commission européenne, et dans laquelle la filière de sécurité avertit de ce danger et de la présence de cette substance. Donc, je reprends la main concernant la surveillance médicale, puisqu'on a parlé de la prévention en entreprise et de tout ce qui peut être mis en place dans l'entreprise, mais les services de santé ont aussi leur rôle à jouer, en particulier sur la surveillance médicale. Donc, tous les perturbateurs endocriniens et les nanomatériaux qui sont classés CMR, donc on l'a vu, ils ne sont pas tous, loin de là. En tout cas, tous ceux qui sont classés CMR, comme pour les autres CMR, on doit mettre en place un suivi individuel renforcé obligatoire pour tous les salariés exposés, avec interdiction évidemment d'exposer les femmes enceintes ou allaitantes et interdiction d'exposer les travailleurs mineurs, sauf dérogation. Donc voilà, ça c'est des éléments de réglementation qui s'appliquent aux travailleurs exposés au CMR, mais évidemment l'idée c'est aussi de pouvoir le faire et le mettre en place pour les PE et les nanos qui ne sont pas classés CMR, puisqu'on a vu qu'il y avait dans tous les cas quand même des risques. Encore une fois, on va vous présenter une petite vidéo donc, sur la surveillance médicale qui est issue de la même vidéo que les autres. Donc là, c'est vraiment spécifique aux perturbateurs endocriniens. Conclure, n'hésitez pas à me contacter. Dès votre projet de grossesse, dès le début de votre grossesse, les 8 premières semaines étant les plus critiques, en cas de difficulté à avoir des enfants, comme les femmes, en cas de problème de santé, diabète, problème de thyroïde, cancer, etc. Pour vous, en tant qu'employeur, contactez-moi en cas de grossesse déclarée par une salariée ou en cas d'embauche de jeunes travailleurs. Un suivi individuel renforcé est obligatoire pour les salariés exposés aux perturbateurs endocriniens CMR. L'exposition à ces substances est tracée dans les dossiers médicaux. Donc voilà, en guise de conclusion, on dira qu'on a fait un certain nombre de constats. Donc, à savoir qu'il existe des effets préoccupants sur la santé. Pour pallier à ça, on met en place la traçabilité des expositions, on adapte le suivi individuel des salariés, on conseille l'entreprise. Donc là, qui a un rôle à jouer dans cette mise en place de solutions, ça va être à la fois l'employeur, mais aussi bien évidemment les services de santé au travail, la MSA. On a aussi mis en évidence que le repérage finalement était assez difficile, compte tenu à la fois du manque d'étiquetage, du manque de réglementation, du manque d'information dans les FDS, donc que ce soit sur les PE ou les nanos. Donc encore une fois, là, la réglementation arrive, on va dire, dans les prochains mois. Donc ça va solutionner en tout cas une partie de ce problème-là. Mais évidemment, l'identification, même avec les FDS, reste compliquée. Pour un employeur d'une TPE, par exemple, qui n'a pas forcément de notion de risque chimique. Donc, c'est pour ça aussi que nous, on propose un accompagnement sur ces sujets-là. Dans les constats, une présence confirmée en entreprise, alors que ce soit sur des activités de production, mais aussi sur un certain nombre d'activités annexes. Et c'était un petit peu le constat qu'on n'attendait pas forcément. Donc à savoir les encres, les tonnerres, les produits de maintenance, les petites peintures, les vernis qui traînent un peu dans les ateliers de maintenance, les bombes anti-guêpes, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc tout ça, ce sont des produits qui contiennent des PE ou des nanos ou les deux. Et c'est pas forcément, c'est souvent des produits qu'on néglige un petit peu en entreprise puisque on se trouve souvent sur ceux qui sont utilisés en grande quantité pour la production et pas forcément sur les petits produits qu'on a de manière annexe. Donc pour ça, évidemment, il faut mettre en place une évaluation du risque chimique, on en a parlé tout à l'heure, et si besoin, avec un accompagnement.
Et puis, on a constaté enfin qu'on avait forcément des salariés qui seraient exposés à ces produits-là. Donc pour ça, encore une fois, l'évaluation du risque chimique nous permet derrière de mettre en place des mesures de prévention, de la sensibilisation en entreprise. Et du coup, on voit que finalement, sur la mise en place de toutes ces actions, chacun va avoir son rôle à jouer. L'employeur, évidemment, dans l'évaluation du risque, mais aussi dans la mise en place de tous les moyens de prévention, sur la sensibilisation, etc., la communication à ses salariés, les services de santé au travail, la MSA, mais aussi la CARSAT et la DRETS vont pouvoir vous accompagner sur l'évaluation du risque chimique et sur le repérage des PE des nanos. D'ailleurs, ça a été systématisé en région centre maintenant, à chaque fois qu'il y a un accompagnement des services de santé au travail ou de la MSA sur l'évaluation du risque chimique, le repérage PE et nano est automatiquement fait maintenant. Ça c'est systématisé depuis la mise en place de ce projet-là. Et puis, bien sûr, les fournisseurs vont devoir se mettre à jour au niveau des FDS. Donc, le salarié a son rôle à jouer en appliquant les mesures mises en place par son employeur. Donc, finalement, chacun est un peu un maillon de la chaîne et ça permet de faire avancer la prévention sur ces sujets-là. Donc, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Enfin, ce sont des sujets, les PE et les nanos, qui sont toujours d'actualité. On en entendra de plus en plus parler dans les médias, alors que ce soit concernant la vie quotidienne à la maison ou la vie professionnelle et l'exposition au travail, dans le cadre de son travail. Donc voilà, il y a des études qui sont encore en cours, que ce soit au niveau de l'ANSES, au niveau de l'INRS, etc. Nous, au niveau de la région centre, on a le PRST4 qui est en train d'être construit en ce moment même. Et il y aura probablement encore des sujets, des fiches actions sur les risques émergents, puisque c'est vraiment un peu les sujets d'actualité. En fin de présentation, donc déjà merci à tous de votre attention. En fin de présentation, vous recevrez le PowerPoint et en fin de présentation, vous trouverez un certain nombre de liens, que ce soit la vidéo PE qu'on a fait dans le cadre du PRST3, les plaquettes, des brochures, des documents de l'INRS, donc qui sont consultables gratuitement. Et puis vous trouverez aussi nos coordonnées si vous avez besoin de nous joindre ou de nous contacter. Il n'y a pas de souci, vous avez nos mails qui apparaissent ici. Donc pour terminer, on va laisser la parole peut-être à Bénédicte. Il y a eu des questions dans le chat. Et puis Philippe Ledon et Elodie vont être là aussi pour nous aider à répondre aux questions. Merci Marine et merci Aurélien pour cette... J'ai vu qu'il y avait une question sur... C'est ça. On a eu une question plus en lien avec l'action qui a été menée en région Centre-Val de Loire. Nous a été demandé quelle était la taille des 121 entreprises que vous avez citées en début de présentation. Est-ce qu'il y avait des TPE, entre autres? Alors, et je veux bien répondre, ça ne me dérange pas. Donc, effectivement, il y avait des TPE de mémoire, je crois que c'était... Alors, j'ai pas Alors, moi, j'ai le chiffre, c'est 40% d'entreprises de 1 à 9 salariés qui avaient été... Et 32% de 10 à 49. Donc, si on cumule les deux, ça fait 72% de moins de 50 salariés. Donc, principalement des TPE. Principalement des TPE. Oui, principalement. Est-ce que ces entreprises avaient réalisé leur évaluation du risque chimique avant votre venue? Est-ce que vous avez ou est-ce que justement vous avez mis en place un peu ce repérage au travers d'une éval de risque chimique dans ces entreprises? Dans le cadre de l'étude, il y avait l'évaluation des risques chimiques a été mise en place. Alors, il y avait une majorité d'entreprises, quand même à l'état initial, qui avaient fait au moins un minima inventaire des produits et recueil des fiches de données de sécurité. Mais après, il a fallu pousser de toute façon l'accompagnement, nous, de telle manière à pouvoir identifier les substances perturbatrices endocriniennes et nanomatériaux, puisque, comme on disait au début de l'enquête, en 2016, on avait encore... pas forcément d'informations très précises sur la fiche de données de sécurité. Et le principe, notamment, était de repérer les substances via les numéros CAS, qui sont tout simplement un peu le numéro, l'identifiant des substances, de telle manière à pouvoir les identifier dans les produits chimiques. Donc, ça a fait partie de ce travail global aussi de contribuer à l'évaluation du risque chimique et voire même, dans certains cas, d'obtenir des actions de prévention.
Alors, pour compléter la réponse d'Aurélien, si on veut parler de chiffres, alors si on parle de l'évaluation qui est terminée, c'est-à-dire pas uniquement avoir une liste de produits, avoir les FDS, donc une évaluation du risque chimique réalisée, avant le début de notre action, on était alors en cours ou réalisé, on avait 38% des entreprises qui avaient fait leur évaluation du risque chimique. À la fin de l'action, on était en cours ou réalisé, toujours, on était à 87%. Donc une plus-value importante et toutes les entreprises qui ont participé à l'étude, du coup, avaient à la fin de l'étude, à minima, avaient fait l'inventaire des produits, récupéré les FDS, analysé les dangers. Un petit peu moins, il y en avait un petit peu moins qui avaient finalisé l'évaluation du risque, parce qu'on en avait 90 qui avaient analysé les dangers. Et puis sur l'évaluation finale, 87, donc un petit peu moins, quasiment 3% en moins, c'est pas grand-chose. Mais on est arrivé à des chiffres assez intéressants. Et comment a été perçue la démarche, en tout cas l'accueil que vous avez eu au travers de la démarche présentée, ce que vous avez forcément expliqué, cette action régionale de repérage des PE nano, est-ce qu'elle était bien accueillie par les employeurs en tout cas? Tu veux répondre, Aurélien? Après, je vais parler du coup de mon cas personnel. Par rapport aux entreprises qui ont été ciblées, il faut savoir que, moi, à l'échelle du département, il était beaucoup plus large que les entreprises qui participaient. Maintenant, pour les entreprises qui ont souhaité participer, il y avait un intérêt, puisqu'une méconnaissance quand même généralement de ces dangers-là. Donc la difficulté, on en revient toujours la même, c'est un petit peu de mobiliser tous les acteurs et toutes les entreprises, mais pour celles qui ont bien souhaité participer, si je prends mon cas personnel, on est arrivé jusqu'à des actions de suppression de certains perturbateurs endocriniens, notamment dans une entreprise. Et si vous voulez voir le témoignage de l'entreprise, il est présent dans l'infographie avec les résultats notamment. Donc les restitutions finales se sont plutôt bien passées, je suppose, pour la grande majorité des employeurs ciblés. Les restitutions, c'est-à-dire? Je n'ai pas très bien compris. Restitution des résultats sur le repérage des PE nano. Voilà, quand vous leur avez annoncé qu'il y avait tant de PE et nano dans leur substance, voilà, la démarche a quand même fonctionné vu que. Oui, tout à fait. Après, de toute façon, pour ceux qui ont souhaité s'engager, la barrière de se dire on va repérer des substances qui sont avec des effets très préoccupants sur la santé dans notre entreprise, pour ceux qui ont souhaité intégrer donc, cette démarche et cette enquête, clairement, il y avait une volonté donc après de ne pas cacher ce qui se passait, donc au moment de restituer les résultats et de partir sur le plan d'action de prévention, généralement, pour ceux qui étaient impliqués, pas trop de difficultés derrière à échanger derrière sur les actions. Oui, effectivement, je partage l'avis d'Aurélien sur le fait que les entreprises étaient plutôt partantes pour qu'on les aide à repérer les PE et les nanos. C'est des sujets qu'ils ne connaissent pas forcément très bien. Donc, la plupart des entreprises étaient partantes. On a quand même mis en évidence, en tout cas pour un certain nombre de départements, des craintes, alors qui ont été levées par la suite, mais des craintes en particulier des grosses entreprises. Alors des craintes par rapport au secret industriel, en fait, de dire finalement on va dévoiler ce qu'on a notre recette. Donc voilà, ça, il n'y avait pas de souci, on les a rassurés là-dessus sur le fait que c'était des documents, des informations qui ne seraient pas diffusées et qu'il y aurait une restitution, une publication générale anonymisée, faite, qu'il n'y aurait pas de question de nom d'entreprise, encore moins des produits utilisés ou des substances qu'on va retrouver dans leurs produits. Et puis voilà, il y avait une crainte aussi par rapport à tout ce qui était communication au public aussi, en se disant est-ce que en particulier par exemple dans le domaine de la plasturgie, en se disant on va être un peu cloué au pilori, on va nous dire que on n'est pas des bonnes sociétés, alors que du tout, c'était pas du tout l'objet, et on a pu les rassurer sur le fait de dire non, l'idée c'est plutôt de voir est-ce que vos salariés sont exposés, si oui, qu'est-ce qu'on peut, sur quel sujet on peut vous aider, sur quoi on peut vous accompagner, sur quelles mesures on peut travailler ensemble pour améliorer la prévention dans votre entreprise. Donc on est vraiment sur le champ du travail et pas du tout sur la partie clientèle entre guillemets. Et puis améliorer la traçabilité. Donc voilà, on a pu rassurer les entreprises là-dessus, mais c'est des sujets qui sont un petit peu, pas tabous, mais c'est des sujets dont on commence à entendre parler dans les médias et qui inquiètent.
ce qui est normal. On l'a vu qu'il y avait des effets qu'on ne connaissait pas forcément toujours très bien. Et du coup, les gens ont émis une inquiétude, les entreprises ont émis une inquiétude par rapport à ça. Donc, nous, on a pu les rassurer en disant, bah voilà, non, il n'y a pas de communication au grand public en disant que vous avez tel ou tel PE ou nano dans vos produits. C'est pas l'objet de la démarche, c'est vraiment de protéger les salariés en question. Très bien. Moi, j'aurais une question, désolée. Je rebondis du coup, c'est Marine qui évoquait le PRST4. Donc, ça sera peut-être plus orienté pour Élodie Devin qui représente la DREDS. On a bien compris voilà, que l'action de repérage des PE et nano qui était réalisée en région Centre-Val de Loire était en lien avec le PRST3. Est-ce que dans le PRST4, il va y avoir de nouvelles orientations avec ces substances ? Merci. Oui, alors au niveau national, il faut savoir que le niveau national est en train de construire les orientations avec des négociations avec les partenaires sociaux dans les comités nationaux. Alors, les informations qu'on a au jour d'aujourd'hui sont celles que je vais vous présenter. Donc, en effet, les questions des risques émergents seraient remis dans le plan national, puisque, comme l'a dit Marine, c'est un sujet qui préoccupe depuis quand même quelques temps les autorités, puisqu'il faut savoir aussi que les industriels, notamment sur les nanomatériaux, ont fait beaucoup de recherches et ont des utilisations industrielles qui commencent à grandir sur des secteurs très très variés, comme on a pu le voir, il y en a partout. On s'en sont emparés et une action phare sera proposée que bien évidemment nous on va relayer dans la mesure du possible en fonction de nos moyens aussi, mais il faut quand même savoir que depuis la mise en place des plans régionaux de santé au travail, nous en sommes au 4e en cours de construction. Le numéro 2 avait déjà fait l'objet d'un travail de partenariat sur les questions de produits reprotoxiques, où on avait pu aborder ces questions, donc notamment, alors on ne l'avait pas formulé comme tel, mais des expositions perturbateurs endocriniens à toutes les substances qui peuvent être toxiques pour la reproduction, dont certains perturbateurs endocriniens. Donc, il y avait une démarche engagée depuis déjà un petit peu de temps. Donc, c'est dans la poursuite de tous ces travaux qui avaient été repris et élargis dans le numéro 3 et qu'on probablement va reprendre dans le numéro 4, encore une fois, pour travailler. Il ne faut pas perdre à l'esprit que les questions d'évaluation du risque chimique sont compliquées, on en a conscience, les services de santé œuvrent sur le terrain pour accompagner les entreprises et on sait que c'est compliqué, mais on est mobilisé et on a bien l'intention de faire avancer les choses au sein des entreprises. Merci Élodie. Peut-être plus en lien avec les nanomatériaux, je rebondis sur les évaluations de risques chimiques. Une fois qu'on les a repérés, comment fait-on pour mesurer ces nanoparticules dans les atmosphères de travail ? Merci, donc je vais vous répondre. Donc, pour un agent chimique sous forme d'aérosol, la mesure d'exposition dans les atmosphères de travail, elle se fait en prélevant l'air à proximité du salarié avec une pompe et en recueillant le polluant sur un support. Et ce support, il est ensuite pesé ou analysé. Et le résultat, il est exprimé en milligrammes par mètre cube et il est comparé à des valeurs limites d'exposition professionnelle qui sont définies pour un certain nombre de substances. Pour un agent chimique sous forme nanométrique, en fait, cette approche n'est pas suffisante parce qu'une substance sous forme nanométrique, elle a des effets toxiques et inflammatoires plus importants que sous forme micrométrique, comme on l'a vu tout à l'heure, et du coup, elles peuvent passer certaines barrières biologiques du corps humain, et la référence par rapport aux valeurs limites d'exposition n'est pas suffisante. On doit donc adopter une autre stratégie de mesure. Alors, premièrement, il faut quand même continuer à réaliser des prélèvements d'aérosols conventionnels comme ceux que j'ai existés, mais sur la base de la fraction alvéolaire, donc la fraction des poussières qui est la plus fine. Et cette mesure permet de faire le lien avec d'autres mesurages réalisés dans l'entreprise. Mais en complément,
il faut faire des mesures pour déterminer des mesures en temps réel pour déterminer la concentration en nombre de particules présentes dans l'atmosphère. Donc cette concentration en particules s'exprime en nombre de particules par centimètre cube. Et pour cela, il faut utiliser certains équipements particuliers, type des compteurs, donc qui s'appellent, on a les compteurs de noyaux de condensation ou le disque mini. Le disque mini permettant en plus de mesurer la taille des particules. Donc cette approche, en fait, elle permet de comparer les postes de travail entre eux et d'identifier les postes de travail ou les phases de travail les plus exposantes et ainsi de travailler sur le process à réduire l'exposition aux nanomatériaux d'une manière globale. À la CARSAT, on dispose d'un compteur de noyaux de particules, le TSX 3007, et d'un disque mini. Donc, on peut intervenir à la demande des entreprises dans les établissements. Et par ailleurs, il y a la société PartiClever qui propose un dispositif appelé NanoBadge qui permet de mesurer un nombre de particules dans l'air, auxquelles les entreprises peuvent également s'adresser. Merci beaucoup. Et donc, du coup, quand on a la présence de ces nanoparticules dans les atmosphères de travail, que peut-on mettre en place pour se protéger en matière de protection collective, mais également individuelle? Alors, pour ce qui est des équipements de protection collective, tout système de ventilation qui est correctement dimensionné et entretenu permettent de capter les particules, qu'elles soient sous forme micrométrique ou nanométrique. Il faut que cette installation respecte les principes des guides de ventilation de l'INRS et l'air qui est capté doit être rejeté à l'extérieur de l'atelier après filtration. Alors, pour les nanoparticules, il y a 2 points de vigilance. On a en fait un taux de redéposition dans les réseaux de transport qui est accru. Et de ce fait, parce que les particules ont tendance à s'agglomérer, ce qui va augmenter leur taille, et de ce fait, les réseaux de transport peuvent s'encrasser plus rapidement si la vitesse de transport n'est pas suffisante. Et le deuxième point de vigilance, c'est que à performance de captage égale, il faut retenir le dispositif de captage qui minimise les surfaces exposées. Et dans le cas où on utilise où on met en œuvre des nanoparticules qui sont de toxicité inconnue, il faut prévoir ce qu'on appelle une double barrière entre le salarié et le polluant, avec la mise en place de dispositifs complémentaires. Par exemple, ce sont les dispositifs type boîte à gants, où le salarié va manipuler le produit dans la boîte avec les gants, et où cette boîte à gants sera ventilée pour permettre une aspiration. Et pour ce qui est des équipements de protection individuelle, en fait, le port d'un équipement de protection individuelle traditionnel est suffisant, car l'efficacité des filtres anti-aérosols a tendance à s'accroître avec la diminution des tailles de particules. Par contre, on a tout de même un point de vigilance, c'est que les nanoparticules ont tendance à passer par la moindre fuite entre le visage et le masque, et donc par rapport au port de l'équipement par le salarié, il faut être très vigilant sur ce point. Donc, pour les opérations peu exposantes ou de courte durée, on peut recommander le FFP3 ou le masque avec une pièce filtrante P3. Pour les travaux de plus d'1 heure, un masque à ventilation assistée. Ou pour des travaux beaucoup plus exposants, type transfert ou reconditionnement de nanoparticules de toxicité inconnue, il faut porter un masque ou une cagoule ou une combinaison à adduction d'air. Merci Philippe. On a vu à travers le chat, M. Gauthier nous indiquait que des aides financières de la MSA étaient possibles pour les entreprises du secteur agricole. Du coup, je vais encore redemander à Philippe Ledon, est-ce que la CARSAT propose elle aussi des aides financières spécifiques pour prévenir de ces risques liés aux nanoparticules et aux perturbateurs endocriniens? Alors, nos aides financières à la CARSAT se déclinent sous la forme de 2 dispositifs. La subvention prévention TPE
qui est axé sur un risque particulier ou un secteur d'activité particulière. Et pour ce dispositif-là, pour l'instant, ne s'applique pas pour les nanos, la prévention des risques liés aux nanos ou aux PE. L'autre dispositif, c'est le contrat de prévention qui s'adresse à certains secteurs d'activité. Et si dans la convention qui définit la convention d'objectifs qui est signée entre la Caisse nationale et la branche professionnelle, on trouve le risque chimique est un sujet qui est traité. L'exposition aux aux perturbateurs endocriniens sera a priori pourra être étudiée par nos services et disons l'aide financière pourra se faire. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions. Peut-être à travers du chat. Je n'ai pas d'autres questions non plus pour le moment. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. On rappelle que vos services de santé sont à votre disposition pour vous aider dans cette démarche d'évaluation du risque chimique et puis après, de manière plus pointue, dans le repérage des PE et des nanoparticules. On n'a pas d'autres questions du coup, Bénédicte? Non, on n'a pas d'autres questions. Apparemment, on a été clair, donc c'est très bien. Le message, en tout cas, est bien passé, tant mieux. De manière, comme vous l'a dit Marine, vous retrouverez la présentation, elle vous sera envoyée par la suite. Et puis, vous aurez également la plaquette la brochure PE et Nano qui a été faite en région Centre-Val de Loire. Le lien est téléchargeable dans la présentation qui vous sera envoyée après. Là, vous retrouverez tous les détails de l'action qui a été menée en région. Eh bien, merci de votre participation. Du coup, merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.